Salut à tous, bon, je crois que je vous dois des petites explications de pourquoi est-ce que j'ai pas posté de vidéo depuis un mois, parce que j'avais dit que je postais un épisode de ma série toutes les 2 semaines, et ça fait un mois que j'ai rien posté, même plus d'un mois je crois. Voilà, déjà je vous mets des petites images, je suis en plein dans les Pyrénées, donc voilà, des belles images pour essayer de me faire pardonner, même si j'ai pas à me faire pardonner, parce que, voilà, en fait je suis tout simplement tombé malade. Je vous laisse deviner quelle maladie j'ai pu choper et qui m'a mis complètement KO pendant 2 semaines. Et après, en fait, ça a été très compliqué pour moi de me relancer dans le roman. J'avais perdu le fil et du coup j'ai eu beaucoup de mal à me replonger dans l'histoire, dans les personnages. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus justement sur comment revenir après une trop longue pause. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je vous dis que je vais parler de structure, donc cette fois c'est l'épisode des structures. Donc vous allez voir, j'ai commencé la structure de mon roman avant de tomber malade et là j'ai repris la structure, donc vous allez voir des images de il y a un mois maintenant et des images de cette semaine où j'ai repris la structure. Donc vous étonnez pas si en termes de temporalité c'est le bordel, c'est normal. En tout cas moi je vous laisse sur des belles images des Pyrénées et on parle enfin de structure. Hello à tous, donc pour résumer un petit peu ce que je vous avais dit dans les épisodes précédents, je commence toujours par lister les mystères et donc les révélations futures sur un papier, voilà, donc je liste tous les mystères qu'il y a, toutes les réponses qu'il faut apporter. Je les mets par ordre de priorité, on va dire par ordre de 3 priorités, donc priorité 1, c'est vraiment les révélations qui ont le plus d'importance, donc c'est les révélations vraiment charnières des différents actes. Priorité numéro 2, c'est des rebondissements assez impactants, mais qui remettent pas tout en cause. Et on va dire les 3e rebondissements, les petites zones d'ombre que peuvent avoir mes personnages, c'est les informations de background. On va dire que c'est ce qui termine les chapitres autres que les chapitres charnières. Et donc voilà, je liste mes mystères. Et ensuite, donc soit sur papier, soit dans un tableau Excel. Là, je vais vous montrer ce que ça donne sur tableau Excel. Mais voilà, je fais 4 colonnes qui correspondent à mes 4 actes. Et je place déjà la révélation finale, donc vraiment le dénouement de mon roman. En général, je place aussi le retournement de mi-parcours, donc vraiment le retournement cliffhanger médian, donc celui qui va terminer l'acte 2. Une fois que j'ai fait ça, déjà je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai 4 actes, donc acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Les petites cases en bleu, c'est les révélations de fin d'acte, donc là on a la révélation finale. Ensuite on a ici le dénouement de l'acte 3, le dénouement de l'acte 2 et donc vraiment le cliffhanger qui va vraiment changer la vision de l'enquête. Et on a la relance de l'acte 1 qui en fait correspond à la première révélation vraiment très impactante. Une fois que j'ai placé mes différentes révélations, donc en fonction de mon ressenti, de l'idée que j'ai de mon roman, je peux placer soit vraiment que la révélation finale juste pour avoir cette boussole là, soit je place la révélation finale et la révélation de mi-parcours. Mais si vraiment vous avez déjà toutes les révélations en tête, vous pouvez aussi placer vos révélations en fin d'acte 1, en fin d'acte 2, en fin d'acte 3 et en fin d'acte 4. Feeling de ce que vous laissez un petit peu en suspens pour l'instant, ou si déjà vous avez une idée très précise de ce que vous voulez. Ce que je commence par faire comme structure, c'est la structure de mon polar. Qu'est-ce que c'est la structure de mon polar? C'est que je mets de côté vraiment toutes les révélations qu'il va y avoir du point de vue de mes personnages, pour me focaliser exclusivement sur l'enquête. Donc là, on parle même pas des relations entre les personnages, on parle même pas des conflits entre les personnages. Limite, je pourrais ne pas nommer les personnages et juste dire l'enquêteur fait telle chose, l'enquêteur est sur la scène de crime, l'enquêteur reçoit les résultats des prélèvements ADN. Voilà, c'est vraiment... Je me focalise sur la partie polar, sur la partie enquête, parce que, c'est encore une fois ma manière de travailler, mais j'estime qu'une fois que la structure de mon polar est solide et béton à tous les retournements que je veux, mais en fait après je pourrais broder autour et développer les scènes du point de vue de mes personnages et rajouter les évolutions de mes personnages. Mais voilà, pour moi le socle polar doit être très solide, parce que quand on écrit un polar,
évidemment la progression des personnages, que leur relation est hyper importante, mais on vient aussi pour le plaisir d'avoir un polar bien construit, pouvoir faire ses théories et tout. Donc voilà, je commence toujours par la structure du polar et après on va dire que c'est le squelette qui va tenir mon roman, et après j'y rajouterai la chair, j'y rajouterai voilà, les relations des personnages, j'y rajouterai peut-être des révélations qui sont plus liées aux personnages. Bien évidemment que je garde en tête mes personnages, j'ai pas fait mon carnet d'écriture et j'ai pas fait mes fiches personnages pour rien, mais là vraiment, à cette étape-là, la structure, c'est pas la structure de mes scènes très précises, c'est vraiment où en sont les personnages, comment vont progresser les personnages dans leur enquête. Comment est-ce que je fais pour la structure de mon polar? Donc je fonctionne par tranche de 3. Donc ce que j'explicite, c'est, vous le voyez, donc l'acte 1 par exemple, il y a la colonne 1A, la colonne 1B et la colonne 1C qui correspondent pas forcément à des chapitres, même si on pourrait effectivement découper par chapitre, mais plus des grandes étapes. Par exemple, pour le prologue, il n'y a pas forcément de règles établies, là c'est vraiment à vous d'imaginer. Je pourrais faire d'ailleurs une vidéo plus tard pour expliquer comment créer un prologue qui est vraiment impactant, mais qui n'est pas non plus un gadget, parce que pour moi les prologues, il faut que ça ait quand même une cohérence avec le roman, mais qu'en même temps ça soit le truc hyper accrocheur et qui donne envie. On va passer de côté le prologue, mais imaginons par exemple, comme on est dans la structure du polar, le chapitre 1 ne sera pas forcément la scène de crime, mais en général ce que je fais toujours dans la case 1A, c'est de mettre la scène de crime. Donc là c'est nos enquêteurs qui, soit c'est un kidnapping et donc dans ce cas là la scène de crime ça sera l'endroit où on a vu la victime pour la dernière fois. Si c'est un meurtre, bon bah c'est la scène de crime. Donc voilà, en général je commence toujours par la scène de crime. Et donc comme je vous disais, je fonctionne en 3, donc il y a 1A, 1B, 1C, mais il y a aussi une case ici et une autre case là. Ce qui fait que au sein de mon acte, il y a des mini-actes et donc des mini-révélations. Donc les révélations, elles sont dans chaque case. Donc on peut imaginer que chaque case correspond à un chapitre. C'est en général le cas, mais ça peut être 2 chapitres, ça peut être même 3 chapitres en fonction de vos besoins, en fonction de votre ressenti. Pour l'exemple, on va schématiser et se dire que chaque case correspond à un chapitre. Donc scène de crime, ce que je note c'est les enquêteurs font des prélèvements ADN, qu'est-ce qu'ils découvrent? Donc en général, pour que le roman soit vraiment complexe, je vous conseille de faire 2 à 3 pistes. Donc qu'est-ce que c'est 2 à 3 pistes? C'est l'enquêteur, les prélèvements ADN, donc là on a déjà une première piste qu'on pourra peut-être retrouver plus tard. En fait il faut lancer plusieurs pistes de recherche pour les enquêteurs pour que vous puissiez jouer avec les futures révélations. Donc ce qu'on peut toujours faire et ce qui fonctionne toujours, c'est les prélèvements ADN. Donc qu'est-ce qu'ils vont découvrir peut-être en fin de 1A ou peut-être en début de 1B. Ce qui marche aussi très bien, c'est les derniers appels de la victime ou les derniers messages qu'elle a reçus ou les derniers emails. Ça peut toujours être des pistes intéressantes pour lancer vos enquêteurs sur l'enquête. Et il y a toujours une originalité ou quelque chose d'incongru sur la scène de crime. Donc voilà, ça peut être une position du corps, ça peut être les blessures qu'elle a. Vraiment, il y a plein de choses à faire pour faire une enquête intrigante, parce que la scène de crime, c'est ce qui va donner envie au lecteur de suivre cette enquête. Et donc, si la scène de crime est d'une banalité affligeante, s'il n'y a pas de mystère derrière, ça va pas donner envie de suivre. Donc les prélèvements ADN c'est très bien, ce qu'on appelle donc les fadettes, donc c'est vraiment les appels téléphoniques, les messages, enfin l'analyse du portable, c'est très bien aussi, mais ça ne crée pas de mystère, ça crée on va attendre d'avoir les résultats. Donc il faut que sur votre scène de crime, une immédiateté, un mystère immédiat qui fait que ça c'est vrai que c'est bizarre, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc je vous conseille toujours de lancer 2-3 pistes pour ensuite pouvoir jongler avec les différents chapitres et pas qu'il y ait toujours un seul fil conducteur, et c'est bien de lancer plusieurs fils conducteurs. Donc premier chapitre c'est toujours la scène de crime. En général le deuxième chapitre ça va être soit la perquisition chez la victime, soit les interrogatoires des proches, donc que ce soit des parents, que ce soit des maris, que ce soit des enfants. Voilà, c'est en général toujours comme ça que je commence. Et donc
on arrive à la fin de l'acte 1A. Chaque chapitre doit avoir une révélation. Donc scène de crime, il faut qu'il y ait une révélation. Donc quand je dis révélation, c'est pas forcément... Il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait du mystère. Voilà, c'est plus qu'une révélation, c'est... Il faut que le chapitre 1, la scène de crime, se termine sur quelque chose, comme je vous ai dit, pose des questions, qui attisent la curiosité. Le chapitre 2, si on imagine que c'est la perquisition chez la victime, il faut que les enquêteurs trouvent quelque chose. Il faut, alors pas forcément qu'ils trouvent quelque chose de matériel, mais il faut qu'ils trouvent quelque chose dans leur perquisition qui fait que ça amplifie le mystère. Donc c'est soit trouver quelque chose d'inquiétant, soit c'est au contraire peut-être ne pas trouver quelque chose qui était censé s'y trouver. Enfin voilà, il y a encore une fois plein de choses à imaginer dans les perquisitions et dans les fouilles chez les victimes. Troisième case, donc on va dire troisième chapitre, il faut que là il y ait déjà une première piste qui en général n'est jamais la bonne, hein. La première hypothèse policière n'est jamais la bonne, mais voilà, il faut qu'il y ait déjà une première hypothèse policière, il faut qu'il y ait déjà une première révélation dans cette fin de acte 1A. En fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est lancer 2-3 pistes et que donc, imaginons que la piste 1, je la développe ici, je vais pas la poursuivre ici. Ici, je vais poursuivre la piste 2. Et peut-être que en bas, je vais poursuivre la piste 3. Et je ne reviendrai qu'à la piste 1 que ici. Ou peut-être que piste 1, piste 2, piste 1 et piste 3, piste 2 et piste 1. Vous voyez, il faut jongler avec les différentes pistes pour à la fois créer du mystère, créer du suspense pour le chapitre sur lequel vous travaillez, mais en même temps, le lecteur doit se rappeler que derrière, il y a d'autres pistes et que là, sur ce chapitre-là, je vous prends ce chapitre-là, mais c'est vraiment comme exemple, hein, imaginons le chapitre 1B, le premier chapitre, et ben à la fois vous allez avoir des nouveaux mystères, du nouveau suspense, ou en tout cas des nouveaux éléments d'enquête, mais en même temps vous vous rappelez qu'il y a d'autres éléments qui sont en attente, par exemple le résultat des prélèvements ADN. Et donc à la fois vous créez des nouvelles attentes avec le chapitre en cours, mais en même temps vous rappelez au lecteur qu'il y a d'autres choses. Et donc chaque chapitre doit être à la fois une frustration des chapitres précédents parce que vous avez envie de savoir la suite pour les pistes, mais en même temps amener de nouveaux éléments et donc de nouveaux mystères, et donc ce qui rajoute à l'envie de savoir la suite et donc à l'envie de lire votre livre. Donc bien évidemment, ne noyez pas non plus votre lecteur avec des milliers et des milliers de mystères et des enquêtes et des pistes à ne plus savoir qu'en faire. C'est pour ça que j'aime bien me dire, en tout cas, je trouve que l'équilibre est bon entre 2 et 3 pistes en parallèle, c'est très bien, et que si vous voulez en rajouter, il faut terminer une piste. C'est en général ce qui se passe avec la fin de l'acte 1, c'est que il y a une ou plusieurs pistes qui sont écartées et d'autres qui sont amenées. Et en général, les deux vont de pair, c'est que de nouvelles révélations ou de nouveaux mystères ou de nouveaux éléments d'enquête font que certaines pistes ou certains suspects vont être écartés et que d'autres vont s'ouvrir. En résumé, je fonctionne par 3. Donc ici, on a en bas, la troisième, on a une petite révélation. On pourrait imaginer que c'est une révélation de niveau 2, en sachant que les révélations de fin de chapitre sont de niveau 3. Donc à la fin de chaque 1A, on a une révélation de niveau 2, 1B, une révélation de niveau 2, 1C, une révélation de niveau 2, qui va en général de pair avec une révélation là de niveau 1 qui est la fin de notre acte 1. Et là en général les premiers éléments d'enquête, les premières hypothèses policières se terminent ou en tout cas vont ailleurs, vont dans une autre direction. Donc ensuite c'est très simple, hein, je continue à dérouler mes pistes, hein. Il faut vraiment imaginer l'enquête policière comme quelque chose de vraiment très logique, hein. Donc il faut essayer de s'imaginer dans la peau de son enquêteur et vraiment rester pragmatique. Quels éléments on a? Très bien, on a ça, très bien, on a retrouvé du sang et le prélèvement ADN montre que ce sang appartient au père, très bien, donc le père devient louche, on va enquêter sur le père, on va perquisitionner, on va interroger les proches, etc. etc. Et c'est vraiment ce pragmatisme qu'il faut pour à tout prix éviter le Deus Ex Machina. Il faut que ça soit les actions de vos enquêteurs qui fassent avancer l'enquête et qui fassent découvrir de nouvelles révélations et de nouveaux éléments d'enquête. Acte 2, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la fin de l'acte 2, il faut que la révélation remette tout en cause. Depuis l'acte 1, on se disait en fait c'est un meurtre par vengeance, et bien en fait à la fin de l'acte 2, on se rend compte que c'est un meurtre passionnel.
même si c'est pas la révélation finale, il faut que l'enquête soit complètement retournée. C'est hyper important et en général cette révélation arrive au milieu du roman. Après c'est à vous aussi de juger en fonction, hein. Chaque auteur a vraiment trouvé son rythme. Acte 3, on commence vraiment à se rapprocher du tueur, ou en tout cas on développe la piste qu'a lancée là où les pistes qu'a lancé l'acte 2. Et à la fin de l'acte 4, on a notre révélation finale. En sachant que pour l'acte 4, moi ce que j'aime bien faire, c'est ce chapitre-là serait censé être le dernier, mais ce que j'aime bien faire, c'est un chapitre ou deux, soit va être appelé un surcliff. Donc là, on a le cliffhanger final, donc la révélation finale. Et le surcliff, ça va être quelque chose qui va soit apporter un nouvel angle, un nouveau regard, soit ça peut être carrément un élément qui remet tout en cause. Et donc là, on peut dire qu'on peut s'accorder deux grosses révélations. Donc c'est soit ça me permet 2 chapitres, c'est un épilogue. Ou alors voilà, j'aime pas trop laisser mes romans sur une révélation finale. J'aime bien, voilà, pour l'instant, j'aime bien terminer avec un chapitre ou 2 en plus pour comprendre que sont devenus les personnages et qu'est-ce que cette révélation finale a changé dans leur vie. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais pas qu'une version, mais vous allez avoir plusieurs choix et peut-être qu'à la fin de votre acte 2, vous allez avoir plusieurs options. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me fais plusieurs onglets correspondant à différentes versions de mon polar. Et voilà, et je fais plusieurs versions et puis je laisse un petit peu mijoter et puis je re-regarde et puis je me pose des questions sur quelle est vraiment la structure qui va être la plus excitante et la plus mystérieuse et là où il y aura le plus de suspense pour les lecteurs. Et voilà, je fais, là pour l'instant, vous voyez, je suis à déjà 5 versions de ma structure parce que j'essaye plusieurs choses, j'essaye plusieurs chemins. Moi, je vais vous laisser, je vais continuer à travailler un petit peu sur ce polar et puis après, on discutera plus en détail de la structure finale. Là, je vous rappelle, c'est que la structure polar. Et c'est sur ces belles images qu'on va faire une petite pause dans la structure, tout simplement parce qu'en fait le sujet est hyper vaste et en fait je préfère vous faire 2 vidéos d'1 quart d'heure, 20 minutes plutôt qu'une énorme vidéo de 45 minutes totalement indigeste. Donc ce qui va se passer, c'est que on arrête ici la partie 1 consacrée à la structure et la semaine prochaine, donc dimanche prochain, vous aurez la partie 2 qui refera entre 15 et 20 minutes, comme ça voilà, ça laisse aussi le temps de digérer un petit peu les informations que je vous donne, parce que j'ai conscience qu'il y a un côté un peu indigeste avec un trop plein d'informations, donc voilà, ne faisons pas des vidéos de 1 heure totalement imbuvables. Je préfère faire des petites pauses, et aussi ça me permet voilà, de rattraper un petit peu le retard que j'ai eu, en tout cas le mois de pause que j'ai fait. Donc voilà, il y a aujourd'hui, donc il y a cette partie 1, le dimanche prochain, il y a la partie 2 sur la structure, et le dimanche d'après, on reprend le rythme normal d'un épisode toutes les 2 semaines. Et comme ça, voilà, j'aurai sorti 3 vidéos en 3 semaines. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 consacrée à la structure. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Comment est-ce que vous structurez vos romans? Est-ce que vous structurez vos romans? Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!